Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Aujourd'hui, on parle d'un livre un peu particulier car c'est pas réellement un livre, il s'agit plutôt d'un code juridique. On va parler du Code noir, donc l'édition d'Alloz, de l'esclavage aux abolitions. C'est un livre qui fait 150 pages environ, mais qui est en format de méga poche parce qu'il est tout petit, tout microscopique. Et dedans, on a donc une introduction de Christiane Taubira, qui était députée de Guyane, c'est un livre de 2006. Et on a les textes qui sont présentés par André Castaldo. Alors, Christiane Taubira, pour faire court, c'est une personne qui est qui est guyanaise, qui a démarré sa carrière en politique en étant indépendantiste. Donc bon, ok, indépendantiste. Et puis après, elle a fait carrière en politique plutôt, même d'ailleurs bien à gauche. Elle a été notamment ministre du gouvernement Jean-Marc Ayrault 1 et 2, Emmanuel Valls 1 et 2 entre 2012 et 2016, sous François Hollande, en tant que garde des Sceaux. Effectivement, et elle est connue pour deux faits d'armes. Donc sa loi mémorielle sur l'abolition de l'esclavage, le crime contre l'humanité en 2001. Et puis évidemment, sa participation en tant que garde des Sceaux à la conception et le passage de la loi du mariage pour tous, qui lui a valu une certaine animosité générale. Elle a pas mal accumulé quand même, Christiane. Et alors elle est accompagnée par notre ami, comment j'ai dit, André Castaldo. Alors André Castaldo, bon là c'est un peu plus sérieux comme personnage, si on peut se permettre de dire ça, ce qui est quand même le cas. Là, il n'a pas de Wikipédia, mais le mec est docteur en droit, agrégé des facultés de droit, doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Paris 13, professeur émérite de droit privé à Assas. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui connaît pas, c'est un vrai historien du droit. Et il a écrit 4 livres qui sont, alors je vais vous donner les titres si j'arrive à les choper. Qui sont où les titres, Zobi? Histoire du droit civil, introduction historique au droit, histoire des institutions publiques et des faits sociaux. Et le quatrième, c'est la deuxième partie. Voilà. Non, le code noir, voilà, c'est celui-là, c'est celui qu'on a lu. Alors, dans ce livre sur le code noir, vous avez les différentes versions du code noir. Donc, vous avez la version de 1685, qui est la première. Vous avez la version 1724 après, et vous avez d'autres versions après, 1723 pardon, et après vous avez en 89 avec la déclaration des droits de l'homme, le retour avec Napoléon en 1802, enfin voilà, ce truc là. Donc nous, ici, on va se concentrer sur le premier code noir, donc qui est pas vraiment le code noir, puisque c'est l'édit du roi de la police des Antilles, je sais pas quoi. On rappelle que c'est pas le roi Nicolbert qui a appelé ça comme ça, le code noir. C'est important de le préciser pour ceux qui le savaient pas. Et on va lire cette partie en particulier, tout simplement parce que c'est cette partie-là souvent qui est attaquée. Et donc là, il y a tout le temps des polémiques autour de ce truc. Là, il y en a encore eu il n'y a pas longtemps. Donc on va se pencher dessus, on va le lire, puis on va faire comme avec le reste, on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et on va dire aussi, alors, pourquoi lire ce truc-là? Bon, des fois j'ai des livres qui passent et tout ça. Non, là c'est un choix de ma part d'avoir lu ce livre. C'est la deuxième fois que je le lisais, parce que j'avais déjà lu une première fois, c'est la deuxième fois que je le lisais. J'ai choisi de lire ça parce qu'en fait je suis moi-même antillot-descendant. Puisque maintenant on peut mettre des filiations à tout. Il y a de l'afro-descendant, du je sais pas quoi descendant, du machin truc visuel. Donc moi je suis antillot-descendant. Donc je suis totalement légitime pour parler de ce sujet.
hein, je préfère le dire dès la 4e minute de cette vidéo. C'est-à-dire que les gens qui vont pas comprendre ou qui vont pas vouloir entendre pourquoi on parle de ça et ce que moi je vais en dire après, et la façon dont je vais présenter les choses, c'est en fait là vous parlez à quelqu'un dont la famille n'est pas issue de l'esclavage, mais est issue de la société de préjugés de couleur qui va succéder à l'esclavage. C'est-à-dire que ma famille est arrivée aux Antilles françaises voilà, dans la deuxième partie du 19e, c'est-à-dire post-abolition de l'esclavage, en plein dans la société de préjugés de couleur. Et donc, toute une partie de ma famille, donc très très proche, en est le fruit de cette société de couleur basée sur l'esclavage, et dont le Code noir est, effectivement, historiquement parlant, une des pierres angulaires. Donc voilà, on va commencer. Donc on rappelle le texte, il y a Christiane Taubira qui nous fait une petite intro, on va en parler 1 ou 2 minutes. On a ensuite la présentation par André Castaldo, et puis après on ira aux articles, et enfin un petit commentaire comme à chaque fois. Alors avant d'embrayer sur ce qu'a écrit Tobiane Taubira, on va juste essayer de faire un petit rappel historique, pour préciser le contexte dans lequel le Code noir a été écrit. Donc je rappelle que le Code noir il a été écrit en 1685, qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs, c'est l'édit du roi de je sais pas quoi machin. Et donc il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre quand on va parler de ce texte. C'est d'une part que c'est un texte juridique, ça on va y revenir après, mais d'une part déjà c'est la distance avec laquelle ça existe, ce texte, entre le royaume et les colonies. Ne serait-ce que pour illustrer, donc là je vous mets le trajet d'une traite là en visio. Voilà, ne serait-ce que tout ça là, donc descendre de l'Europe, aller en Afrique, charger, aller aux Antilles, décharger, ou en Amérique, décharger et revenir en Europe, en moyenne, c'est entre 15 et 18 mois. D'accord ? C'est entre 15 et 18 mois. Donc, c'est des expéditions qui sont extrêmement compliquées. On va rappeler d'autres choses concernant les navires. La première chose qu'on va rappeler, c'est que le taux de mortalité de l'équipage, il est très élevé. Et il est même supérieur à celui des esclaves. Et là, c'est pas moi qui vous le dis, vous avez juste à aller sur Wikipédia. Je vous ferai peut-être un insert écran de la photo, là, si j'ai la foi. Et vous verrez, c'est explicitement dit. C'est-à-dire que ce sont des expéditions qui sont très dangereuses et très longues. Et donc, effectivement, quand, on va dire, la monarchie, sous Louis XIV, il fait le Code noir, il faut bien comprendre que psychologiquement pour lui c'est quand même des trucs qui se passent c'est très très loin, c'est vraiment très très loin. Donc il a quand même une dimension de vouloir affermir son autorité très très loin, de se projeter très très loin. Donc bon, ça c'est une chose, ça nous surprend pas en venant de Louis XIV, parce qu'on sait que le roi Soleil c'était le soleil. Donc voilà, mais quand même on va garder ça en tête. La deuxième chose qu'on va garder en tête, concernant la traite, rapidement pour en parler de ce contexte-là de traite, c'est que comme c'est très dangereux et très très long d'y aller, l'équipage lui-même, sur les négriers, c'est un équipage qui est cosmopolite. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer par exemple d'autres photos, enfin d'autres cartes avec le nombre d'expéditions. Donc il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup des expéditions de traite. Ça se compte en milliers. Mais il faut voir qu'en fait, les équipages, c'était pas les Français, quoi. Je veux dire, les amateurs, ils étaient français, ok, très bien. Mais l'équipage sur le bateau, c'est un équipage qui est cosmopolite. Les marins, ils viennent un peu de n'importe où. Voilà, donc là, je vous ai mis le nombre d'expéditions par port. Et en fait, il faut bien comprendre que voilà, à l'intérieur, il y a de tout. Il y a du hollandais, du belge, truc. Et là, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher super loin. C'est disponible sur Wikipédia, ce que je vous dis. Donc c'est vraiment, c'est pas, voilà, on traite pas un livre là-dessus, mais on va rappeler ça. On va rappeler aussi qu'en 1685, c'est le début de la traite négrière, historiquement parlant. Donc quand le texte est publié, vous le voyez là, on est au tout début, là, on est au tout début avant la vague en fait de déportation massive. Vous voyez en haut, vous avez les époques. Entre 1600 et 1700, on a compté qu'on avait déporté 470 000 esclaves pour 1729 expéditions.
Et ça commence beaucoup à la fin, après la publication du code. Donc en fait, encore une fois, il faut bien rappeler que quand Louis XIV il fait publier ce texte, hein, par Colbert, enfin par son fils, euh, c'est en amont de ce qui va se passer après. Le problème n'est pas encore... voilà, ça existe déjà, l'esclavage, il y en a déjà, c'est de fait, ok, très bien, ça, il n'y a pas de problème, c'est de fait, mais il met les statuts juridiques, on va voir après de quoi il retourne, mais historiquement parlant, c'est au début de la traite qu'il le fait. C'est en amont. C'est pas au plus fort de la traite ou machin. C'est avant. Donc il y a une dimension, on va dire, je dirais, préventive par rapport à ce qui va arriver. C'est-à-dire que on peut penser une fois de plus qu'il se projetait loin, Louis XIV, qu'il se projetait loin géographiquement, mais qu'il se projetait loin aussi dans le temps, parce qu'il voyait bien la tendance. Il voyait bien ce qui était en train de se passer au global pour la France dans son siècle, à lui. Et donc il a anticipé, on peut dire, un petit peu en publiant ce texte-là. Alors, la troisième chose qu'on peut dire dans le contexte, hein, c'est que, on y reviendra après, mais c'est que le rôle de la France dans toute cette traite, contrairement à ce qu'on on nous raconte beaucoup, c'est pas un pays, la France c'est pas le pays, alors c'est le troisième ou quatrième pays, on va le voir, là je vais vous mettre des images. Donc la première image, c'est l'image numéro 4. Donc ça c'est un truc histoire, on nous montre ici que la France elle aurait organisé 19% des expéditions, ok, ça c'est ok, 19%, donc une expédition sur 5, pardon, elle était française. Simplement, elles sont pas toutes de même taille. Et donc, ce qu'on peut voir derrière, si là je vous mets la deuxième feuille, c'est que la France, en finale, elle se retrouve dans les pays organisateurs. Donc pays organisateurs, ça veut dire que vous avez des familles d'armateurs qui font un truc. C'est pas le roi en direct, hein, qui le fait, c'est pas la France en tant que pays qui fait ça, mais c'est d'où viennent les gens qui organisent la traite. Voilà, vous voyez ils sont quatrième et on est quand même voilà, loin derrière tous les autres. Enfin, je veux dire, si tu prends, là, tu as 11 millions,8 ou 0,7 personnes qui ont été déportées, là, c'est estimé comme ça. Bon, bah, tu as 7 millions et demi, rien que pour le Portugal et le Royaume-Uni. Voilà, 7 millions et demi. Et 9 millions, si tu as plus de 9 millions si tu rajoutes l'Espagne. Hein, 9 millions 2. Donc toi, t'es le quatrième contributeur, mais t'es pas non plus. Et ce qui est important, c'est l'historicité du truc. C'est que quand on regarde l'historicité de la déportation d'esclaves français, on se rend compte que la majorité des esclaves, ils ont été déportés largement après la période de Louis XIV et de Colbert. Largement. Hein. Là, on le voit bien ici. Là. C'est tout petit le trait rose. Hein, sur la période 1651-1700 et le code noir c'est 1685. Hein, je le rappelle, c'est tout petit. Hein. Donc, au moment où ils le font, il faut bien comprendre que dans l'esprit, ils savent pas comment ça va évoluer déjà, on le sait pas, parce que les colonies, si un jour on a le temps, je ferai des notes de lecture sur l'histoire des Antilles, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Je veux dire, c'est que c'est un tout petit phénomène à ce moment-là. C'est quelque chose de très lointain, de très compliqué et de tout petit. Et donc, bah, ils ont décidé quand même de le réglementer. Alors, ça s'inscrit dans. Moi, je suis pas expert du sujet, mais vous trouverez sur internet des gens qui expliqueront ça très bien. Ça s'inscrit dans une dimension on va dire de légiférer sur tout, hein, version voilà, absolutrice de Louis XIV. Mais à son époque, à Louis XIV et à Colbert, c'est tout queuse, quoi. Ça pèse rien, quoi. C'est rien. Voilà, on le voit là, c'est rien. Ok. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est qu'on voit que le gros hein, de la déportation française, le gros, ça se passe entre 1751 et 1800, donc c'est-à-dire pendant la période révolutionnaire. Et il faut bien comprendre que voilà, on le place parce que l'intensification hein, du commerce des épices et du sucre et de tout ce qui venait des Caraïbes, ça a eu une influence sur la Révolution. Il y a un livre, là peut-être un jour aussi, celui-là je l'ai lu aussi, peut-être un jour j'en ferai une note de lecture de Jean-Paul Berthaud sur la Révolution française, qui explique bien que le phénomène, on va dire, de spéculation sur les denrées venant de la Caraïbe a pris en étau les paysans profonds, et c'est une des raisons, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a démarré la Révolution. Donc ça c'est juste pour montrer que la traite elle n'a pas bénéficié aux Français moyens, aux paysans moyens. Voilà. C'est quand les gens vous disent la France, ah machin, c'est pas vrai. Ça c'est un abus de langage et c'est ce que je voulais montrer là-dedans parce que contextuellement parlant c'est important de le comprendre, je pense. Alors pour entrer dans le vif du sujet,
on va parler de l'introduction de Christiane Taubira. Christiane Taubira, qui est quelqu'un qui est, je pense, très idéologisé au possible, opportuniste au possible. C'est une vraie femme politique de base, pour moi. Voilà, je pense que je ferai peut-être des inserts écran avec deux, trois de ces photos qui seront parlantes, je pense, la concernant. On va juste noter dans son introduction qu'elle part déjà qu'elle pose, voilà, donc ça c'est sa troisième ligne, qu'elle pose quelque chose qui est complètement faux, et c'est pour montrer vraiment qu'elle fait de l'idéologie. Elle nous dit: l'esclavage n'a pas toujours existé ni partout. Il a longtemps et souvent été réservé aux peuples vaincus et aux personnes condamnées ou endettées. Il a été nourri par le rapt. Le procédé était sauvage, basé sur la force ou sur la ruse, aléatoire. Et après, elle nous dit, bon, c'est le Maghreb, machin, et là, comme elle enchaîne sur la traite négrière. Alors, la première chose qu'on va rappeler, c'est qu'elle nous parle de ça au passé, comme si c'était fini. Bon, là, je vous mets une image. L'esclavage dans le monde aujourd'hui, c'est 36 millions de personnes qui sont considérées comme esclaves, qui sont exploitées par d'autres personnes. Je vous laisse la carte, là, vous la voyez. Donc, je vois pas pourquoi elle parle de ça au passé. Elle n'a pas à parler de ça au passé. Et je veux dire, si elle était totalement honnête, Christiane Taubira, elle nous parlerait de ça au présent, et puis elle se concentrait sur le présent, hein, plutôt que faire de la récup politique d'événements historiques qui datent d'il y a 300 ans. Ou je sais pas combien, ouais, 250, allez. Donc, à un moment donné, voilà. Et l'autre point, juste pour dire, elle nous dit, il a été nourri par le rapt, cet esclavage. Alors, ça, c'est sûr, hein, il a été nourri par le rapt. Simplement, on va rappeler juste une seconde, encore une fois, ça on y reviendra un peu plus tard, mais comme je l'ai dit avant, c'est 12 millions de personnes qui ont été, environ 12 millions de personnes qui ont été déportées sur des milliers d'expéditions, c'est sûr, mais je vois pas comment ça peut se faire que par le rapt. Ça n'existe pas. C'est pas possible de déporter, même sur des centaines d'années, c'est pas possible de déporter autant de personnes juste en venant près des côtes, en remontant les fleuves ou quoi, dans les endroits que vous connaissez même pas, où vous avez pas de carte, vous avez rien, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et puis hop, genre, vous prenez, vous rappez les gens et tout machin. Alors, ça existait évidemment, il y a eu des rapts, hein, pas de problème, mais ça s'arrête pas là. Je veux dire ça quand on est responsable politique et qu'on fait une introduction sur un code juridique qui va réglementer la traite négrière, on peut s'attendre quand même à autre chose qu'à de l'idéologie de base, de la part de madame, enfin de Taubira, on s'attend à rien d'autre, mais de la part de quelqu'un qui va faire ce truc là et qui prend le sujet à cœur, je veux dire, qui s'intéresse au sujet et qui aime ce sujet, qui veut comprendre ce sujet, hein, comme nous on essaye de le faire ici. Je rappelle, le bandeau de ma chaîne, hein, c'est j'essaie de comprendre, hein, c'est tout ce qu'on essaie de faire ici. Donc voilà pour Taubira, on n'ira pas plus loin. Après, dans son introduction, c'est le bétail humain, les meubles, machin, donc ça effectivement, un truc, la peau noire, machin. Voilà, elle nous dit que il demeure que le code noir scelle le sort des esclaves noirs, et il n'y a aucune ambiguïté à ce propos. Sauf que comme je l'ai expliqué au départ par exemple, ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle pas le code noir. Ça c'est des éditeurs, des gens lambda qui ont décidé d'appeler ça comme ça. Et Taubira, faut pas se leurrer, elle est pas débile, elle est très très intelligente, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand elle ment ouvertement comme ça, faut bien comprendre ce que c'est qu'elle fait de l'idéologie. Elle travaille son lit, et c'est pas quelqu'un qu'on peut... Voilà, je disais tout à l'heure qu'elle était pas honnête intellectuellement. Ça, c'en est une preuve, hein, j'en viens d'en donner 2 en 3 secondes, là, ou 4 secondes. Je viens d'en donner, voilà, donc voilà. Juste pour dire, Taubira, bon, on ne va pas s'étaler plus longtemps, mais pas intéressant. En ce qui concerne André Castaldo, hein, donc là c'est un peu plus intéressant, hein. Lui déjà, bon, comme je le disais tout à l'heure, il est prof de droit et tout machin, donc c'est un autre niveau. Donc lui, dans sa présentation, ce qu'il nous explique, et ça il faut bien le garder en tête également, avant qu'on lise les articles qui se méritent d'être cités à mon sens, c'est que c'est que le code noir est un texte juridique qui détermine 2 statuts, les libres ou les esclaves, hein. Il n'y a pas c'est pas autre chose, d'accord, c'est pas autre chose. Faut pas chercher plus loin. C'est comme, surtout le texte qu'on va lire de 85, c'est comme ça. Il détermine une organisation, voilà, essentiellement ici juridique, hein, page 3. Voilà. Il nous rappelle, il se positionne, hein, Castaldo. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il se positionne contre les gens. Il dénonce l'hypocrisie actuelle des activistes, hein, en disant qu'en vérité, s'ils avaient vécu à l'époque du Code Noir, personne n'aurait rien trouvé à redire.
Hein, il le dit très bien, il dit « En revanche, bien peu des pourfendeurs actuels du Code Noir », donc là il s'adresse à la meuf qui a fait l'introduction juste avant, hein, donc c'est ça qui est croustillant quand même, s'ils avaient vécu au 17e ou même encore au 18e, n'auraient probablement rien trouvé à lui redire, hein, au Code Noir. Bah ouais. Donc c'est pas... c'est pas le... Voilà, les gens ils auraient accepté. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'était tout ça, c'était super loin, c'était très très grand. Alors il réhabilite aussi l'église, hein, en disant, voilà, je rappelle, l'église, que globalement, l'église, elle est, parce qu'on entend aussi beaucoup de gens, oui, il y a une bulle papale qui a dit une fois que le code no que il est esclavage, je sais pas comment. Donc, on va rappeler quand même qu'en France, l'esclavage, c'est interdit depuis je sais pas combien de temps. Hein. Le servage, c'est 1315. Donc là, quand on est en 1685, ça fait 360 ans que les mecs, c'est interdit l'esclavage. Même pas l'esclavage, la forme moderne, enfin, une forme moins dure que l'esclavage, le servage. Donc, je veux dire, pour les Français, l'esclavage, c'est juste, c'est un truc qui rebute les Français, qui les a toujours rebutés, qui les rebutera toujours. Et il donne un exemple, hein, que en 1571, il y a des Bordelais, ils voulaient vendre des Noirs sur le marché à Bordeaux, et bah, ils se sont fait recaler, et depuis, bah, il n'y a plus de, il y a plus de vente, quoi. Voilà. Alors, il rappelle que tout le monde s'y était contre, l'Église, évidemment, était contre. Hein. On a aussi d'autres documents qui pourraient l'illustrer sans problème. Et il explique simplement que ils s'y sont pas opposés frontalement, parce que c'était un peu contre-productif de vouloir s'opposer à la traite, parce qu'en fait, les mecs, il faut bien comprendre que au départ, les Caraïbes, c'est Pirates des Caraïbes, quoi. C'est comme dans les films. C'est que c'est un lieu d'aventure, de flibustier, où on respecte rien, ni personne, et où chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est le Far West, un peu, pour l'Europe, quoi, on va dire. Donc s'opposer frontalement comme ça et tout, c'était pas. Et donc, l'Église, elle a plutôt essayé d'accompagner en essayant d'améliorer le sort des esclaves. Hein. Et puis, aussi, il faut bien rappeler, il le dit page 7, hein, c'est que pour tout le monde, sous l'Ancien Régime, les colonies ne sont pas le royaume. Hein. Donc dès lors, l'esclavage n'est pas en contradiction avec la coutume générale du royaume. Et là, les gens vont dire, ouais, mais tu te rends compte ce que tu dis, la France, machin, la Guadeloupe, là, hein. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les colonies, déjà, il y avait la guerre, hein, pour ça avec les Anglais et tout, donc des fois tu perdais les îles, tu les regagnais. Là, je peux prendre l'exemple de Saint-Barthélemy, qui est un autre texte que j'ai lu cette semaine, où en fait on l'a cédé aux Suédois pendant 80 ans, et puis on les a récupérés 80 ans plus tard. On l'a cédé ça aux Suédois, je sais plus quand, la Révolution, un truc comme ça, ou un petit peu avant, en 1784, si ma mémoire est bonne, et on a récupéré ça en 1878. Donc les îles comme ça, les colonies comme ça, faut oublier, faut se dire déjà qu'elles étaient à des milliers de kilomètres, déjà qu'il fallait mettre 16 mois ou 3 semaines. Alors attendez, là, je vais même. Là, on a le Chateaubriand, le voyage en Amérique, on le voit là, je le mets vite fait, mais vous voyez, c'est du 7 avril au 10 juillet, quoi, pour aller à Baltimore. Donc voilà, donc c'était pas la France, et ça, faut pas l'oublier. Donc en fait, ce qui nous explique notre ami Castaldo, c'est que globalement, même ceux qui souhaitaient la fin de l'esclavage, en fait, ils ont plutôt milité pour la fin de la traite, qui aurait permis de résoudre le problème sans heurte. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu... parce que lui, il traite de toutes les époques, hein, donc il voit ça globalement, et c'est vrai qu'à un moment donné, donc, un peu après, quand je vous remets l'historique de la traite, quand vous voyez qu'il y en a eu beaucoup, et que les populations sont devenues importantes sur les îles, il y a eu beaucoup de... Enfin, quand il a fallu se poser la question de la libération et de l'affranchissement généralisé des esclaves, effectivement, ce qui venait tout de suite comme question, c'est comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Parce que, c'est-à-dire qu'on ne change pas un ordre social qui existe depuis 200 ou 300 ans en un claquement de doigts. Ça, c'est les gens qui vous disent ça, ou qui s'offusquent, machin, c'est juste des idiots. C'est juste des gens qui réfléchissent pas et qui essaient pas de comprendre la situation. Et si demain, on devait faire pareil avec, je sais, n'importe quel pays, on pourrait se poser... Si demain, par exemple, l'État fédéral américain, il disait, bon, bah j'arrête d'être l'État fédéral, vous retournez à vos États... La première chose, c'est, ah bah attends, il faut faire une transition. Et ce truc-là, on peut l'avoir dans tout. Donc effectivement, donc il y en a, ce qu'ils se sont dit, c'est en fait pour que, comme il y avait un rythme d'affranchissement qui était régulier, puis un rythme de mort naturelle qui était aussi important et régulier, il y en a, ils ont dit, bah si on arrête de ramener des Noirs, et ben, s'il n'y a plus d'esclaves qui rentrent, à un moment donné, l'esclavage, il va s'amenuiser et il va disparaître. Voilà. Et donc ça a été on va dire la position de la plupart des gens qui étaient contre l'esclavage, qui étaient abolitionnistes. Ils voulaient mettre d'abord fin à la traite.
Maintenant, pour parler du texte en lui-même, on va rappeler, voilà, il y a 60 articles hein, dans le Code noir de mars 1685. Moi, j'en ai relevé environ 28, hein, donc à peu près la moitié, qui méritent, je pense, d'être... on va pas tous les lire, mais on va en parler. J'ai essayé de les regrouper par, on va dire, par thème, quoi. Alors, je sais pas si ce sera exactement le plus pertinent ou pas. En tout cas, on essaiera de donner une lecture un peu du texte, les impressions qu'il vous donne. La première chose qui vient à l'esprit quand on lit le Code noir, on peut pas dire que ce soit la négrophobie, hein, ça c'est clair. Euh, alors, on sait que les gens qui parlent de ça, ils utilisent ce terme pour parler aussi après de ce qui s'est passé après le, enfin de cette réutilisation du recyclage du code noir qui a eu lieu plus loin dans l'histoire de France, pour dire que c'est de la négrophobie, tout ça, que c'est le socle de la négrophobie, machin. Mais bon, nous on traite du premier code noir, parce que c'est Colbert hein, qui se prend des pots de peinture sur la gueule, et enfin sur sa statue, là, la pauvre statue qui a rien demandé, c'est une statue. Et donc la première chose qu'on lit, enfin quand on lit le code noir, la première chose qui vient à l'esprit, c'est pas la négrophobie. Non. Le premier pavé, il concerne 4 articles, qui sont l'article 2, l'article 26, l'article 55 et l'article 57, qui, à mon sens, correspondent un peu à l'esprit, on va dire, alors pas citoyen, parce qu'on est en monarchie, mais l'esprit civil, un peu, la civilité, entre guillemets, qui est due aux esclaves, et que le roi a voulu mettre en avant. Donc dans l'article 2, et celui-là il est extrêmement important à mon avis, c'est l'article 2, hein, je rappelle que l'article 1 c'est que les juifs ils doivent se barrer des colonies. Enfin, bon, ça c'est une première chose qui n'a rien à voir. L'article 2 c'est tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres, nouvellement arrivés, d'en avertir dans 8 années au plus tard le gouverneur et intendant des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Donc ça, par exemple, on peut dire ce qu'on veut. Alors on sait qu'il y a des gens qui vont dire ouais, vous vous rendez compte, en plus qu'on les prenait, on leur apprenait une nouvelle religion, on les baptisait, machin, truc muc, on les dénaturait de leur culture d'origine, machin. Alors, encore une fois, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'utiliser son cerveau 2 minutes. On va rappeler une première chose, on va rappeler que les Français, déjà, c'est des gens qui se sont convertis au catholicisme. D'avant, c'était les Gaulois, puis il y a eu la religion catholique, et c'est devenu des Français, en gros. Je vous la fais courte, mais en gros, c'est ça. Donc c'est naturel pour le roi de faire du prosélytisme, c'est tout à fait logique. Et là, ce qui fait le roi, moi, je trouve que c'est très intelligent, parce que on sait qu'il a fait le code noir dans un contexte d'affermissement de son autorité, le roi Soleil, et notamment dans les colonies. Mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il délègue à l'Église un recensement obligatoire des esclaves, c'est-à-dire que non seulement il demande au maître de déclarer sous huitaine au gouverneur le nombre d'esclaves qu'ils ont achetés, mais il demande aussi à l'église de le faire. Et en faisant ça, évidemment, vous allez voir, il y a une corollaire derrière par rapport au fait qu'il y a des jours fériés qui sont nécessaires pour la prière, donc voilà, on va en reparler après, mais il donne à l'église la main également sur le contrôle. Donc lui, en même temps qu'il rafferme son autorité, il donne une partie à l'église. Et je rappelle, pour les gens qui peut-être le savent pas ou n'ont pas fait le lien, mais Louis XIV, le règne de Louis XIV, c'est aussi le gallicanisme, c'est-à-dire cette espèce d'indépendance de l'église française par rapport à l'église romaine, à la papauté. Donc on voit bien que là, il délègue, il prend en étau les maîtres pour les forcer à déclarer les esclaves, ce qui, d'une part, les force à être transparents sur le nombre qu'ils ont, et surtout sur le commerce interlope, comme on appelle ça régulièrement, c'est-à-dire sur le trafic d'êtres humains en sous-jacent, qui était, lui, par contre, complètement ouvert dans toutes les autres îles où c'était pas obligé de déclarer, c'est-à-dire quasiment toutes les autres îles. Alors ensuite, rapidement, on a l'article 26 qui permet le recours en justice d'un esclave si on n'a pas respecté si le maître ne respecte pas les obligations qui lui incombent par rapport à la possession d'esclaves, donc vêtir, nourrir, on va en parler après aussi, les vêtir, nourrir, tout ça, on va citer les articles. Et on a même
un avis qui est aussi intéressant, si les avis viennent d'ailleurs, c'est-à-dire pas des esclaves, c'est pas les esclaves qui se plaignent, mais c'est quelqu'un d'autre qui regarde et qui vient se plaindre, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. C'est-à-dire que quelqu'un qui balance un maître, qui maltraite ses esclaves, il y a pas de, on lui demande rien, juste on poursuit le gars. Est-ce que nous voulons être observés pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves? Voilà, ça c'est écrit noir sur blanc. Donc là je vois pas, encore une fois, en quoi on peut dire que cet article-là, par exemple, il est négrophobe, par exemple. Alors après, on a deux articles, le 55 et le 57 sur les affranchissements. Donc le 55, il explique en gros qu'un maître, à partir de 20 ans, il peut affranchir un esclave sans donner d'explication. Voilà, il peut dire, lui, je veux qu'il soit libre, machin. Il n'a pas besoin de justifier son choix, ni d'être validé par sa famille, ni rien. Donc ça, c'était comme on l'a expliqué avant, c'était pour essayer d'aider un peu à l'affranchissement. Il y en a eu pas mal dans les Antilles françaises, des affranchissements. Euh, D'après ce que moi j'ai pu voir sur les chiffres, parce que c'est pas des chiffres qui sont faciles à retrouver, et puis bon, ça vaut ce que ça vaut, faut le dire. Mais il semble quand même que dans les colonies françaises, il y a eu un peu plus d'affranchissement qu'ailleurs. Je mettrais par exemple en 1790 le nombre d'affranchis dans les îles, dans les Caraïbes françaises, et le nombre d'affranchis aux États-Unis. Et vous verrez que le pourcentage, c'est du simple au double ou au triple, là, je sais plus, là, j'ai pas le calcul sous les yeux, mais il y a un vrai écart. Et puis on a l'article 57 qui explique que un affranchi, en fait, il n'a besoin d'aucun papier spécifique pour justifier qu'il est français, même si en fait il vient d'Afrique. C'est-à-dire qu'un Africain qui a été déporté, qui se retrouve dans les colonies françaises, qui est affranchi pour X raison, parce qu'il achète son affranchissement, parce que le maître décide de le laisser, ou les femmes et tout ça, ils sont considérés comme français directement. Hein. Donc là, encore une fois, je vois pas trop comment on peut comprendre ces articles-là comme de la négrophobie. Je veux dire, c'est pas du tout le cas. Là, ça va dans le sens clairement d'un contrôle de l'esclave détaché de celui du maître, voilà, par la monarchie ou l'État français à ce moment-là, même si l'État, enfin s'il y a un État d'ailleurs, donc par l'État français en fait. Le deuxième pavé qui concerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles, hein, à mon sens, qui méritent d'être notés. Il concerne plutôt les conditions de travail des esclaves. Donc on a les articles 6 et 7 qui expliquent en gros qu'en tant que catholiques, comme les esclaves doivent être baptisés, je l'expliquais juste avant, eh bien ils ont les jours fériés, et notamment le dimanche. Et donc là, il faut bien voir que ce genre de choses, c'est là que on peut dire que Louis XIV et Colbert, ils ont été assez malins, c'est que pour pouvoir exercer un contrôle là-dessus, sans que ce soit eux qui le fassent, pour pouvoir exercer un contrôle sur les maîtres, pardon, sur l'activité des maîtres, sans que ce soit eux qui le fassent, ils ont filé ça à l'église. Voilà, donc ça c'est-à-dire que l'église, tu baptises ton esclave, il est obligé de venir le dimanche à la messe, et comme c'était pas des messes, voilà, il n'y avait pas des milliards de mecs, les prêtres ils savaient qui était qui. Donc ils voyaient bien si un dimanche sur l'autre il manque quelqu'un et tout, le mec il comprend tout de suite quoi. Donc vous pouviez pas y couper, en vérité, vous pouviez pas y couper. Et d'ailleurs, les gens ici, c'est je sais pas quoi, l'application et tout. Je rappelle quand même que pour ceux qui connaissent les Antilles, par exemple, c'est des coins qui sont extrêmement pratiquants de la religion catholique. Hein. C'est resté très ancré. C'est clairement lié à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas dire oui, les esclaves n'allaient pas à la messe, ou le problème d'application. Il y a eu plein de problèmes d'application sur le Code d'Or, mais ça, je pense que par exemple, c'est une des choses qui était mise en place assez facilement et quasiment et très difficile de contourner pour les maîtres. Donc là, encore une fois, c'est bien, c'est un jour férié quand même, le dimanche, les mecs ils bossent pas. Pour des esclaves, bon, c'est. Voilà, je veux dire, c'est quand même bien. Ensuite, on a 4 articles, le 22, le 23, le 24 et le 25, qui parlent en gros de l'entretien de l'esclave dans le travail, machin, et en fait dans le fait qu'on peut pas qu'on est obligé de les vêtir, de les nourrir, qu'on pouvait pas non plus, si le maître décidait de donner un jour férié, de retirer de la bouffe qu'il devait donner, machin, enfin non, c'était voilà, donc articles 22, 23, 24, 25, on oblige les maîtres à nourrir les esclaves, et on oblige les maîtres à vêtir les esclaves. Et ça, par exemple, on va lire le 25 parce qu'il est court, le 25. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chaque an,
2 habits de toile ou 4 aunes de toile au gré des maîtres. Voilà, donc les mecs ils avaient le choix, mais quand même t'étais obligé, tu pouvais pas te laisser trimballer tes esclaves à poil, quoi, comme si c'était des animaux. Alors bien sûr, il n'y a pas que des choses qui vont, comment dire, dans le sens des esclaves, si on peut dire ça comme ça, même si c'est le cas d'ailleurs. Euh, on essaye aussi de responsabiliser les esclaves de leur situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le roi, lui, il est bien obligé de prendre acte de la situation. Il est bien obligé de concilier avec les maîtres qui sont souvent, en fait, enfin les maîtres des esclaves qui sont souvent les maîtres de l'île, carrément. Et il faut se rappeler, encore une fois, c'est pareil, il suffit d'aller sur Internet 2 minutes, de voir le nombre de fois où des colonies ont été en guerre, volées, redonnées, revendues, machin, enfin... Voilà, les mecs retournaient kazakhs, hein, donc on va pas rappeler, mais tout ça se passait très loin. Et donc, il y avait un objectif de respect de l'ordre établi et de paix sociale qui était nécessaire, et dont le roi était le garant, que ce soit pour les maîtres ou pour les esclaves. Et donc, effectivement, par exemple, dans le conditions de travail, on a un article que j'ai relevé, qui est l'article 38, qui est en fait interdit de se faire nègre marron sous peine de châtiment corporel. Donc nègre marron, c'est le marronnage, là, c'est les esclaves qui s'évadent de la plantation. Alors, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus hyper drastique, parce que voilà, l'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. 1 mois quand même. Donc ça veut dire que l'esclave, il a quand même, avant de subir le châtiment, il a quand même le temps de revenir sur la plantation s'il se rend compte que la vie dans la nature est peut-être moins finalement agréable, ce qui est possible, parce que bon, faut pas croire, et puis même simplement le temps de se dire bon, peut-être que voilà, je prends des risques, peut-être inconsidérés à vouloir m'évader si je me fais attraper plus tard. Enfin voilà, donc il y avait un délai d'1 mois quand même. Et en effet, une deuxième fois, bon, on lui coupe, on lui met une fleur de lys sur l'autre épaule, on le coupe, donc châtiment corporel, machin. Et puis la troisième fois, il sera puni de mort. C'est-à-dire qu'un esclave qui s'enfuit 3 fois pendant plus d'1 mois, lui, en gros, il revient plus. Voilà. Et donc ça, faut le comprendre aussi dans une chose, enfin, sous un sens assez simple, c'est que le roi, il peut pas laisser non plus dans la loi les esclaves faire ce qu'ils veulent, parce que sinon, étant donné le rapport de force démographique qui va aller en grandissant, pas à l'époque de Louis XVI, mais de Louis XIV, pardon, pas à son époque à Louis, mais au vu de la traite, au vu du rythme à laquelle se développe le phénomène, qu'il a bien anticipé comme on l'a expliqué au début, il voit bien qu'à un moment donné, il faut quand même que les maîtres, ils aient la loi aussi avec eux pour pouvoir maintenir l'ordre établi. Hein. Et donc, il prend ses responsabilités et il permet aussi aux maîtres d'être violents avec les esclaves sous certaines conditions. Et pour ceux qui seraient choqués par les châtiments corporels, machin, faut rappeler qu'à l'époque, c'est extrême comme châtiment, enfin, comment dire, comme décision de justice, c'est extrême, mais bon, ça existe et ça existe dans le royaume de France. Je sais pas si à ce moment-là, ça encore existe la roue, mais bon, voilà, je veux dire, ça existe, quoi. Et la peine de mort, elle a été abolie en 80, hein, chez nous, avec Mitterrand. Donc bon, faut pas non plus monter en l'air pour rien. C'est tout à fait logique qu'il y ait des articles de ce type-là dans le code. Alors, en ce qui concerne les relations sexuelles avec les esclaves et les personnes libres, là, j'ai relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles qui sont en lien avec ça. Il y en a un qui est très important, je pense, qui est l'article 9, et qui en gros interdit les maîtresses esclaves. On va le lire. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, et ensemble les maîtres qui les auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de 2000 livres de sucre, et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils ont eu les 10 enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave, des enfants, et qu'elles et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre, qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen,
et les enfants rendus libres et légitimes. Donc quand on regarde pas mal de commentaires sur ce code noir, on nous dit qu'à partir du moment où il y a eu le code noir, il y a eu moins de mariages interraciaux et que c'est ça qui a bloqué les choses. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que, encore une fois, il faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, il y avait un déficit de femmes sur les îles et comment dire, les maris, enfin, il y avait un problème de mœurs aussi, c'est-à-dire que tout le monde faisait un peu tout avec n'importe quoi. Et là, je parle pas forcément de viol, parce qu'il faut arrêter avec cette image de tous les esclaves, ils ont violé, machin, les maîtres, ils violaient, les trucs. C'est encore une fois, c'est incohérent. On nous fait passer les maîtres souvent pour des espèces de racistes primaires, et ces racistes primaires-là, ils vont aller violer les gens sur lesquels ils sont racistes. Ça marche pas. C'est pas cohérent. C'est qu'à un moment donné, entre les gens qui rentrent et qui viennent de l'île, les maîtres, le nombre d'esclaves qui rentrent et qui sortent aussi, qui meurent, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y avait une espèce de délitement, on va dire, des mœurs, quoi. Et donc pour lutter contre ça, pour éviter d'avoir aussi énormément d'enfants d'esclaves sans père, sans rien, comme ça, de manière, on va dire, sauvage, et ben, on a essayé de réglementer le contexte familial. Et là, on voit bien, hein, c'est sur les maîtres qu'on met la pression. Hein, c'est eux qui prennent l'amende, c'est eux qui voient leur famille mis à l'hôpital si jamais ils font quelque chose dans le dos de leur femme légitime. Et pour ceux qui souhaitent vraiment avoir une femme, enfin ceux qui souhaitent, mais ceux qui tombent amoureux d'une esclave et qui font leur vie avec une esclave et des enfants et tout, et ça je peux vous dire, en connaissant bien les Antilles, qu'il y en a eu quand même pas mal, eh bien il faut simplement qu'ils rentrent dans le cadre de l'Église. Hein, ce qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on donne à l'Église un certain contrôle pour dévier la pression, hein, qui viendrait pas uniquement de la monarchie sur les maîtres, mais qui vient aussi de l'Église, hein, sur le côté un peu comme ça. Et on a franchi tout le monde. On a franchi tout le monde. Donc là, voilà, moi je suis désolé, mais je vois pas en quoi c'est quelque chose qui va contre la vie des esclaves, femmes en particulier, parce que là, pour le coup, c'est elles qui sont concernées. Donc ensuite, après, on a 4 articles, le 10, le 11, le 12, le 13 sur la famille. Alors le 10, on nous dit le maître remplace le père et la mère de l'esclave en cas de mariage. Donc ça, c'est un peu dur, faut reconnaître, c'est vrai. Mais en même temps, c'est les mecs qui sont déportés, ils ont plus de lien, plus de famille avec... Enfin voilà, ils ont plus de lien avec leurs origines. Donc le maître remplace le père et la mère. Bon, c'est aussi pour éviter que les esclaves se marient sans le consentement des maîtres et que ça crée des problèmes. Il ne faut pas oublier que ce qui était quand même recherché aussi beaucoup par la monarchie, toujours, il faut l'avoir en tête, c'était la paix sociale. Hein. C'était quand même ça qui est le garant. Enfin voilà, le roi, il est quand même garant de ce truc-là, en priorité avant tout le reste. Cependant, dans la foulée, article 11, il interdit aux maîtres les mariages de force des esclaves, hein, et il interdit aux curés de marier les esclaves sans les consentements des maîtres. Et puis il y a 2 autres articles qui sont très importants, c'est les 12 et les 13. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Alors là, on va dire, ouais, c'est dégueulasse, le roi, il aurait pu donner les gosses à celui qui est libre. Par exemple, s'il y a un libre et un esclave qui sont en même temps. Donc là, on va tout de suite recadrer le truc. Il y a 2 choses. C'est que d'une part, le roi, lui, bon, il est catholique, hein, donc les enfants, ils sont avec la mère. Voilà, ça coule de source, c'est logique. Et ce qu'il fait aussi en faisant ça, en obligeant les enfants à rester avec la mère, c'est qu'en fait, il empêche le trafic d'enfants. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, il faut se remettre dans les contextes de l'époque, et ça, malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de personnes qui parlent de ce sujet-là en particulier, qui se sont intéressées à ce sujet-là en particulier sur la traite négrière dans les colonies, mais c'est un point, à mon sens, qui serait extrêmement intéressant de creuser. C'est-à-dire que si vous avez une plantation et que c'est le père ou je sais pas qui récupère les enfants, mais que le père il est déjà marié par exemple, donc il est libre, mais il a eu des enfants avec une esclave, et on le donne les enfants au libre, et s'il en veut pas, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va les vendre, il peut les vendre, hein, et on sait ce que c'est des enfants qui sont vendus, hein. Et là, il faut bien voir que à cette époque-là, le commerce interlope, hein, comme on appelle ça, c'est-à-dire le black, le commerce au noir
de la traite humaine, même du sucre et tout ce que vous voulez, mais aussi de la traite humaine, ça existe. Et donc, c'est potentiellement un réservoir incroyable d'enfants disponibles pour, je vous laisse imaginer n'importe quel, on va dire, objet, n'importe quelle activité possible. Et donc le roi, là, quand il dit, bon voilà, il reste avec la mère, quelque part c'est une sécurité. Alors on sait que, en contrepartie, ça a poussé beaucoup d'esclaves à avorter quand elles étaient enceintes, ça a augmenté les taux d'avortement. Ça c'est vrai aussi, parce que les esclaves, des fois, on leur interdisait de tomber enceinte, et si elles tombaient enceintes, bah voilà, elles étaient mal, quoi. Et comme celles qui allaient garder les enfants, bah, c'était compliqué pour elles et tout. Donc ça, évidemment, il y a toujours le revers d'une médaille. Mais moi, ce que je vois là aujourd'hui avec mes yeux de quelqu'un qui est en 2020, je me rends compte quand même que le roi, quand il publie ces articles-là, il pousse pour que les enfants restent avec leur mère, ce qui les empêche d'être trafiqués. Bon, ben, encore une fois, je vois pas où est le problème. Alors, dans la même veine, il y a les articles 44 et 47. Hein. Donc, l'article 44, c'est celui qui est le plus connu, on va le lire là. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les co-héritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet aux douaniers coutumiers, aux douaires coutumiers, au retrait féodal et lignagé, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets ni au retranchement des quatres-quints en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. Donc on nous lit souvent la première phrase, hein, déclarons les esclaves être meubles, et puis les mecs ils brodent pendant 100 ans sur ouais, vous vous rendez compte, on a dit que les esclaves c'était des meubles et tout, machin. Mais sauf qu'en fait tout ça, bon, c'est dans le cadre dans un héritage. Et donc ça, effectivement, vous dites ah ouais, bon, et c'est cohérent uniquement quand on lit un peu plus loin l'article 47 qui nous explique que ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître. Déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les alignations volontaires, sous peine contre ceux qui feront les alignations d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix. Donc en gros, le roi, encore une fois, ce qui est logique, hein, de son point de vue, qui a dit c'est un roi catholique, hein, donc voilà, l'unité de la famille, même quand c'est l'unité d'une famille esclave, elle doit s'accomplir. Enfin, le dernier pavé dont je voudrais parler, donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 articles là, c'est ce que je l'ai appelé, bon, le respect des personnes, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire ça, mais vous allez voir, il y a l'article 27 qui est quand même pas mal, qui nous dit expressément, je vais vous le lire tout de suite, les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement. Ça veut dire par exemple un mec qui se serait blessé pendant le travail, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par le maître, et en cas qu'ils eussent abandonné, les 10 esclaves seront adjugés. Voilà, les 10 esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés à payer 6 sols par jour pour la nourriture et l'entretien de chaque esclave. Donc là, quand même, c'est très clairement dit que tu deviens vieux, t'es plus rentable et tout, ben le mec il peut pas te virer. Il peut pas te virer, il peut pas te revendre, il peut rien faire. Et en fait ça servait à quoi? Ça servait à pousser les maîtres d'une part à quand même essayer de traiter correctement leurs esclaves, et c'était en lien avec le fait qu'on puisse pas trop mutiler les gens et tout, et que c'était interdit, voilà. Mais aussi par rapport à leur nombre. C'est-à-dire que c'est pas là, c'est pas je prends les mecs, j'en ai 800 millions parce qu'à la fin quand ils bossent plus trop, et ben il faut quand même les entretenir, donc ça coûte du blé à la fin. Donc c'est une manière un peu de contrôler, de limiter la traite, encore une fois. Alors après on a l'article 32 qui explique que les esclaves ils peuvent être poursuivis comme les personnes libres de la même manière s'ils ont commis un délit. Donc ça on pourra dire ouais c'est abusé et tout, mais en fait non, quelque part c'est bien parce que, enfin c'est bien, c'est pas que c'est bien, mais au moins on voit bien il y a une considération équitable, c'est-à-dire que voilà, les esclaves seront accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au conseil souverain sur la même instruction avec les mêmes formalités que les personnes libres. Donc là déjà il y a quand même quelque chose qui est de là dans le sens de la reconnaissance citoyenne un peu comme ce que je disais au début, quoi, civile de l'esclave. Puis on a l'article 42 qui interdit les mutilations ou tortures contre les esclaves sous peine de se les faire confisquer directement. Hein. Donc voilà, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec ces esclaves. Hein, c'est ce qui est important. Alors après, évidemment, il y a d'autres articles qui vont un peu dans le moins bon sens. Hein. On a l'article 15 et l'article 16
qui interdit expressément aux esclaves de s'armer et de se réunir. Hein, voilà. Et ça, on l'a expliqué, c'est en vue de maintenir la paix sociale. Mais effectivement, c'est des articles qui sont aussi assez sévères. Hein. Voilà, hein, défendant aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes. Donc ça rigolait pas, hein, faut pas non plus croire que c'est que de la défense enfin de la défense, oui, ou de la reconnaissance, on va dire, de l'existence de l'esclave. Non, il y a aussi l'esclave aussi, il porte une responsabilité dans sa situation, on va dire, du point de vue du monarque, hein, en tout cas, du point de vue de la loi, quoi. Et on a l'article 18 qui les empêche de faire du commerce, globalement, ils n'ont pas le droit de vendre des choses pour leur compte. Et on a les articles 28 et 29, donc, qui sont dans la même veine, qui interdisent aux esclaves d'épargner. Hein, en fait, le maître, c'est le maître qui leur permet de, si tu veux économiser un truc, il faut que le maître soit d'accord. Voilà. Et donc voilà. Et enfin, on a l'article 33 à 37 qui sont les articles qui constituent, on va dire, le respect encore de la paix sociale et le respect que l'esclave doit au maître. Hein, donc l'article 33 qui est très connu, l'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion et effusion de sang ou au visage sera puni de mort. Voilà, comme ça c'est très clair. C'est-à-dire que les esclaves, il faut bien qu'ils comprennent que ils sont esclaves. Hein, donc ils ferment leur gueule aussi quelque part. C'est comme ça. C'est un statut, voilà, il y a une juridiction, il y a les libres, il y a les esclaves, et les esclaves, ils agressent pas les libres, parce que sinon, il n'y a plus rien qui tient. Donc après, ça parle des vols, tout ça, machin, bon. Mais c'est celui-là qui est le plus... on va dire que c'est celui-là qui est le plus significatif et qui est le plus vrai. Pour conclure, un petit commentaire donc sur le texte. Hein, mon sentiment en lisant ce code noir avec les connaissances qui sont à ma disposition, je vois pas comment on peut dire que c'est un texte qui est négrophobe. Globalement, ce qui en ressort, c'est qu'on voit que ça vise quand même à limiter l'exploitation de l'esclave par le maître, à cadrer le commerce, hein, donc non seulement à cadrer l'activité, mais à cadrer également la traite. Voilà, et ça vise également aussi à garantir la paix. Hein. Donc tout ça, il y a strictement rien de surprenant, puisque on rappelle que l'esclavage, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais l'esclavage en France s'est aboli depuis des siècles, au moment où se déroule ce passage. Donc il n'y a pas une volonté de le remettre en place pour les colonies. Je veux dire, c'est pas cohérent, simplement c'est comme ça. Donc tu es bien obligé de l'accepter. Mais tu laisses pas faire, parce que en tant que Français, effectivement, ça heurte, on va dire, je dirais, la conscience française profonde, hein, parce que ça date c'est très vieux, c'est longtemps avant que l'esclavage. Je vous disais, je rappelle, hein, le servage, c'est 1315 que c'est aboli en France. Hein. Donc c'est 350 ans avant le Code noir. Donc, voilà, et le servage, c'est même pas exactement la même chose que l'esclavage. Donc c'est pour dire que c'est tout à fait normal, tout à fait logique, et que c'est comme ça qu'il faut le voir. Pareil pour la paix, évidemment. Donc ça, c'est le rôle du roi, lui, de garantir la paix dans le royaume, même si c'est dans les colonies, même si c'est à l'autre bout de la terre. Ça, c'est son rôle, il n'y a pas de souci. Et si on n'est pas totalement, on va dire, con ou débile, on a bien compris qu'il y a une dimension géopolitique, hein, à cette paix, qui correspond au développement économique, hein, avec lequel la France est en train de lutter à ce moment-là contre... on va dire les Anglais, par exemple, hein, effectivement. Et comme je le disais, le développement économique, hein, et en particulier celui d'Haïti, hein, qui sera la perle des Antilles, a fortement permis de développer la France, hein, l'État français, pas la France, parce que comme je le disais, mais faut pas oublier que l'arrivée de nouvelles denrées en venant d'Amérique, hein, ça a mis la pression à la hausse sur le prix des matières premières en général en France. Hein, ça a fait venir beaucoup de cash à l'intérieur du pays. Donc il y a des choses les prix ont monté, et le paysan moyen, lui, il n'a pas vu monter le prix, enfin ses revenus. Donc bon, il y a tout un contexte, mais ça a participé à la révolution. Ça faut pas l'oublier non plus. Mais voilà, le roi, il y a un enjeu géopolitique là-dedans, et le roi, bah voilà, il s'en sert aussi. Le développement de la marine, concurrencer l'Angleterre, voilà, ce qui est tout à fait logique à ce moment-là, et tout à fait cohérent avec le reste. Donc le code noir, voilà, il faut le prendre
pour le texte juridique qu'il est, ni plus ni moins. Donc pour terminer, on va faire un petit passage sur les gens qui le condamnent, hein, le Code Noir sur sa condamnation contemporaine dont M. Castaldo se moquait, hein, en introduction de cette vidéo. On va dire que globalement, quand vous commencez un peu à dire du bien, entre guillemets, ou à défendre un peu ce texte juridique qu'est le Code Noir, on vous dit, si vous êtes blanc, on vous dit vous êtes négrophobe, hein, en gros. Et puis si vous n'êtes pas blanc, si vous êtes noir, on vous dit non mais t'as pas honte et hein, tu peux pas dire ce que tu dis. Même carrément, oui, c'est vrai, je peux pas dire ce que je dis. Donc bon, nous on peut dire ce qu'on dit. Hein, nous on l'a lu le texte. Et on va parler maintenant des gens qui s'en servent actuellement. Pas pour faire avancer le débat ou pour quoi que ce soit, mais par idéologie. Donc dans les leaders de l'idéologie, on va retrouver deux classes, que moi j'ai classé deux classes. Là je vous mettrai une petite photo que j'ai déjà mis au début, mais qui illustre parfaitement l'instrumentalisation de ce point historique. Donc on a les politiques d'un côté, donc eux c'est simple, le bénéfice c'est je fais le progressiste, je me mets du côté du sens de l'histoire, comme dirait machin. Voilà, sur le modèle du parti démocrate américain. Donc bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup maths spé, hein, pour comprendre que c'est de la récup politique, hein, et que les mecs ils se mettent dans le camp du bien. Hein. Donc nous on est dans le camp du bien. Et donc à partir du moment où tu es dans le camp du bien, bah, tu peux expliquer la morale à tout le monde et puis traiter tout le monde de facho quand ils sont pas d'accord. Et puis t'as tous les droits quand tu es le camp du bien, notamment dans la presse. Hein, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur l'indépendance de la presse là. Ils ont acheté la presse, là, ce livre-là que j'avais lu. Bah, on voit bien les filiations intellectuelles, notamment de gauche en particulier. Donc le camp du bien. Et en face, vous avez les activistes. Donc les activistes, bah, eux, ils sont dans la compétition victimaire, si vous voulez. Donc dans la compétition victimaire, qu'est-ce qu'on espère quand on est là en train de pleurer sur des trucs qui sont passés il y a 400 ans? Bah, ce qu'on espère, c'est les réparations. Hein, donc il suffit d'écouter les mecs du CRAN, ou d'autres qui sont en train de vous dire « Oui, nous, on a souffert, mon arrière-grand-père, j'étais esclave, machin, un truc, alors que les mecs, bon, rien à voir. » Et eux, ce qu'ils espèrent, c'est du cash, hein, clairement basé sur le modèle des enfants et petits-enfants de déportés de 39-45 qui touchent des allocations parce que leurs grands-parents, par exemple, ont été déportés. Bon. Voilà. Alors, ces gens-là, pour moi, hein, effectivement, de mon point de vue, ils sont malhonnêtes intellectuellement. Hein. Donc, c'est juste des gens qui cherchent à manipuler les autres. Ils sont malhonnêtes, à tirer profit de points historiques, même des fois, enfin là, pour le coup, qui sont totalement anachroniques, mais qui, voilà, de tirer le fil de quelque chose pour manipuler, pour gagner du blé. Donc c'est malhonnête intellectuellement, parce que la plupart des gens, je pense, qui ou prennent le micro ou à qui on donne le micro, ils savent très bien de quoi ils retournent. Hein. Et si on peut critiquer ce qu'est le code noir, ça reste quelque chose qui a été considéré comme qui peut être vu comme une avancée, hein, d'ailleurs. Et là, je renvoie à notre ami, comment il s'appelle, Andrea Ngombe. Donc moi, je le connaissais pas, c'est en traînant sur le net un peu, en regardant à droite à gauche ce qui était dit. Voilà, en plus de lire, j'ai fait quelques conférences, quelques trucs comme ça. Et en tombant sur lui, voilà, et lui il dit le code noir de Colbert constitue une avancée dans le contexte de l'époque, et c'est un Gabonais, je crois, qui vit pas au Gabon, hein, qui est en exil et qui est candidat à l'élection, machin, donc bon. Donc là, si vous allez voir les commentaires, ce que je disais tout à l'heure, ouais, t'as pas honte de dire ça, encore un nègre de maison, machin, un truc muche, enfin voilà, le mec, il peut pas juste dire ce qu'il pense sur un truc qui, quand tu le lis, bah effectivement, ouais, c'est ça qui ressort. Je suis désolé de le dire, mais effectivement, c'est ça qui ressort. Hein. Et là, je vais prendre un exemple, encore une fois, pour montrer la malhonnêteté toujours, c'est que là, donc on a eu notre ami Anne Hidalgo, hein, donc là c'est ce que je disais, totalement le camp du bien, hein, qui le 26 septembre, donc c'est tout récent, là c'était il y a 3 jours, va ériger une statue en hommage à la mulâtresse Solitude. Hein. Bon, bah, jusque là très bien, moi la mulâtresse Solitude, je connais ça comme ça, hein, culturellement on va dire, je suis pas un expert du truc, j'ai pas, voilà. Mais bon là, donc article de France TV Info quand même, donc c'est pas un truc tu vois qui sort de nulle part. Et là c'est quand même incroyable parce que donc là j'ai surligné le passage, mais en nous parlant de la mulâtresse Solitude, à qui on va ériger une statue, on a un passage qui est quand même magnifique. Elle se signale par son courage,
décuplée par sa haine des Blancs. Donc, c'est-à-dire que là, on va ériger une statue à quelqu'un qui avait la haine des Blancs. Mais ça, c'est bon. Et par contre, Colbert, lui, qui a obligé qu'on baptise les esclaves, hein, et que le résultat de ça, c'est par exemple qu'on leur filait le dimanche pour qu'ils arrêtent de bosser, hein, et bah lui, c'est un négrophobe, il faut lui jeter des tomates. Donc là, moi, voilà, les activistes, hein, les activistes, ils étaient cohérents, même les négrophobes, s'ils étaient cohérents, ils voudraient pas que ce soit quelqu'un qui hait les Blancs, qui soit mis en statue. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, c'est complètement délirant comme délire. Voilà, et ça c'est France TV, hein, et la personne qui a écrit ça, c'est qui ? Jean-Marc Party, voilà, publié le 29 septembre 2020 à 6h01. Hein. De toute façon, je vous mettrai l'article en insert écran, là, vous verrez que c'est totalement délirant. Donc moi, avec tout ça, ce que je retiens là-dessus, c'est qu'il faut comparer avec ailleurs. C'est-à-dire que c'est bien de critiquer le code noir, il n'y a pas de problème. On peut dire que ils ont dit les esclaves c'était des meubles et puis machin, et on pouvait brûler les mecs et les mettre des coups de fouet et tout. C'est sûr, c'est vrai, c'est pas bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est par rapport à ailleurs, c'est-à-dire dans 90% des autres, la population qui a été déportée, hein, puisque la France a déporté à peu près, enfin, ce qui est, comme je vous le mettais au début, là, je vais vous le remettre sûrement, mais à peu près 10% de la population totale de déportés, entre 10 et 15%, bah, tous les autres, eux, ils allaient où ? Ils allaient dans un endroit où il n'y avait rien pour les protéger, où il n'y avait pas de jour férié, où les enfants ils restaient pas avec leur mère, où on pouvait pas se marier ni rien. Donc c'était quoi les conditions ? Et ça me fait effectivement, on voit bien que les gens qui utilisent ce truc-là, c'est le même principe qu'avec la collaboration française pendant 39-40, qui, à plusieurs égards, est effectivement condamnable, mais dont le résultat est, factuellement parlant, 80% des juifs français qui ont survécu à la guerre, alors que dans les pays à côté, bah, c'est 0% ou 2% ou 3%. Voilà. Et ça, c'est un fait. Et donc, tu es bien obligé de le prendre comme tel. Et donc, on est toujours... malheureusement, on voit là que les gens, bah, ils s'en servent, et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et donc, voilà, c'est un peu dommage. Alors, ces gens-là, moi, j'en ai croisé plein sur Internet, hein, faut pas croire, parce qu'avant, j'avais des réseaux sociaux, là, j'en ai plus maintenant. Mais pendant un moment, j'avais des réseaux sociaux, et quand ils parlaient de sujets comme ça, évidemment, moi, qui avais lu et qui connaissais un peu de quoi ça parlait, bah, hop, je leur disais, je leur disais, mais non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Et puis regarde, là, je te montre tel article, je te montre tel truc, machin, bidule. Et là, bah là, les mecs, souvent, ce qui déviait, c'était, ouais, mais c'est bon, on s'en fout. De toute façon, de manière, le code noir, il n'était pas appliqué aux Antilles. Il était non appliqué. Donc déjà, on va dire qu'il y a des choses qui étaient appliquées, c'est sûr. Par exemple, les articles sur on n'a pas le droit de mutiler ces esclaves, c'est facilement n'importe quel gouverneur qui vient, qui contrôle. Bah, il voit bien s'il y a un mec, si tous les mêmes mecs de la même plantation, il leur manque tous la main gauche, bon, bah, tu vois bien qu'il y a un problème. Hein. Pareil pour la messe. Si tous les dimanches ils vont à la messe, le prêtre il sait qui vient, il sait qui vient pas, hein, donc tu peux pas lui faire à l'envers. Donc il y a des choses qui étaient mises en place et qui étaient appliquées, ça c'est une certitude. Pas tout, hein, on sait bien que c'était à l'autre bout de la terre et que le roi il avait aussi un pouvoir limité là-dedans. Mais le fond du sujet c'est pas ça. Le fond du sujet sur le code noir c'est pas de savoir s'il est bien appliqué à l'autre bout de la terre ou pas. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça, Colbert et le roi, quand ils l'ont construit, quand ils l'ont bâti, quand ils l'ont imprimé, ils l'ont publié, qu'ils l'ont mis en vigueur, ils l'ont mis en vigueur avec les moyens qu'ils disposaient, certes, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? C'est ça la vraie question, pour savoir si c'est de la négrophobie ou pas. Le reste, on s'en fout. Je veux dire, que ça soit bien appliqué, bien appliqué, machin, ouais, oui, bah après, c'est les circonstances qui te permettent de faire ce que tu peux, hein, dans la vie. Tu fais ce que tu peux, hein, tu fais pas ce que tu veux. Mais déjà, quelle est ta volonté de base ? Donc voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait dire aux gens qui connaissent. Pour terminer, on va parler pour les gens qui connaissent moins. Hein, je parle pour le public lambda qui n'a pas forcément lu, qui n'a pas forcément écouté, qui n'est pas forcément allé au texte, qui ne s'est pas forcément confronté au contexte général de l'époque, qui ne s'est pas forcément confronté à ce qui se passait dans les autres colonies juste à côté, hein, la Barbade ou les conneries comme ça. Donc le public, on va dire. Et là, on a aussi, identifié quelques différentes catégories. Alors, la première catégorie, c'est quand c'est les Antillais eux-mêmes, hein, qui véhiculent ce message. Alors, quand c'est des fois des mecs un peu lettrés, ils sont très sur, il y avait une volonté de révolte, c'est un peu comme s'ils avaient honte de leur histoire. Il y avait une volonté de révolte des esclaves, les plantations, on faisait brûler les trucs, on tuait les mulets et tout, ce qui est vrai, hein, ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai, mais bon, c'est aussi vrai quand même qu'il y avait des dizaines de milliers de tonnes de sucre, hein, qui partaient tous les ans, hein,
annuellement hein, des Antilles. Hein. Donc c'est que c'est bon, les plantations elles tournaient quand même. Hein. Et puis les esclaves, ils passaient pas leur vie à se faire fouetter non plus. Il fallait qu'ils bossent quand même. Puis il y avait des jours où ça se déroulait quand même. Je pense normalement. Je veux dire, à un bout d'un moment, les gens c'est des êtres humains quand même. Il faut jamais l'oublier. Hein. Il faut arrêter de prendre des micro-points de l'histoire et de faire comme si c'était comme ça tout le temps, H24, 100% du temps. C'est pas réaliste. C'est pas correct. Et je veux dire, intellectuellement, ça ne va pas. Alors, souvent, en plus d'être, comment dire, comme ça, c'est aussi des gens qui sont un peu indépendantistes, quoi. Hein, un peu à la Taubira, d'ailleurs. Donc, on a aussi nos amis syndicalistes là, du LKP là, qui viennent, qui arrachent des statues de Schellcher et tout. Oui, le blanc, machin, les mecs. Enfin, Et eux, alors, la vraie question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que des gars comme ça, avec ce discours-là, ils sont à la mode, c'est-à-dire qu'ils ont le micro. La dernière fois, je repense à une interview, là, peut-être je vous mettrai un insert écran si je la retrouve en 2 secondes. Il y avait une interview de Fillon avec, comment il s'appelle, Pujadas ou je sais pas quand, là, un peu en 2016, machin, et pour parler des Antilles. Et le mec qu'ils font venir, ou Juppé peut-être, je sais plus, enfin bref, je retrouverai ça. Et le mec qu'ils font venir pour lui donner le change, je veux dire, c'est Domota, quoi, c'est le mec du LKP, et les mecs aux élections, ils font 1,5, quoi. Ils pèsent rien. Je veux dire, aux Antilles, ils pèsent rien, ces gens-là. Ils pourrissent la vie des Antillais, ça c'est clair, mais ils pèsent rien. Mais eux, ils ont le micro. Donc là, évidemment, quand on a un peu de... On va dire quand on a un peu de bouteille et qu'on réfléchit un peu au sujet, bon, on se dit, ces gens-là, je pense que ils sont bien vus, ils sont aidés par les médias, parce que c'est un peu c'est un peu de la fausse contestation, quoi. Le Goldstein de 84, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est là, on veut être indépendant, machin, mais les mecs... Enfin là, par exemple, si on prend la Guyane, les dernières manifestations, c'était pour plus d'État. Hein. C'était pas pour suivre Taubira, qui moins d'État, non, c'est plus d'État. Parce que les mecs aux frontières, c'est le dawa et la délinquance et tout qui est lié au... Les mecs, ils passent la frontière, ils volent les Guyanais, puis ils repartent de la frontière d'à côté, puis tu peux rien leur dire. Hein, dans les pays juste à côté, qui sont aussi d'anciennes colonies d'autres pays, mais où apparemment, bon, on n'en parle jamais, mais ça s'est apparemment moins bien passé que chez nous, puisque ils viennent voler chez nous maintenant. Hein, voilà. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un peu frustrant et c'est un peu énervant, et je pense que voilà, ces gens-là, voilà, c'est du Goldstein. Et donc les gens qui suivent ces gens-là, bon, il faut que vous preniez du recul par rapport à eux. C'est pas parce qu'on vous les met dans les médias qu'il faut dire ah ouais, c'est ça la contestation. Non, c'est pas ça la contestation, ou même c'est pas ça la solution. Il y a plein de problèmes aux Antilles, il y en a plein, mais la solution c'est pas l'indépendance. Quand on va pas faire une vidéo sur, enfin, c'est pas une vidéo sur Haïti, sur l'histoire des Antilles et tout, mais quand on voit comment ça se déroule dans les Antilles en général, on se dit effectivement que selon le degré d'indépendance, on a aussi un degré inversement proportionnel de pauvreté dans la population, hein, et peut-être de mauvaise répartition des richesses. Voilà. Bon, ça sera à creuser, ça sera peut-être pour un thème un autre jour. Puis alors les derniers, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, c'est les gens du public, hein, je parle, hein, qui vous parlent du code noir et de l'esclavage et tout, mais qui sont issus de l'immigration africaine. Alors eux, vraiment, je suis désolé, hein, donc là c'est tous les mecs, Black Lives Matter, ce machin, ou le collectif anti-négrophobie, ou la Ligue de défense noire africaine, là, qui sont venus faire le show, là, il y a pas longtemps, avec machin, les valeurs actuelles, et puis Radio Sud et tout, là, machin. Les mecs, je veux dire, premièrement, ça ne les concerne pas. Je veux dire, la traite négrière dans les colonies françaises, ça concerne les Antillais, hein, et les métropolitains. Et ceux qui avaient peut-être voilà, une famille à ce moment-là et tout. Mais quand toi ta famille, elle vient d'arriver en 70 ou en 90, et que t'es le fils de ce truc-là, je veux dire, viens pas te faire comme si t'es concerné par le code noir. Historiquement, c'est faux, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, il y a des gens aux Antilles qui prennent ça très mal. Et je raconterai une anecdote juste là à ce propos. C'est qu'une fois, donc j'avais un copain, donc ça c'est le mimétisme à l'américaine, hein, c'est le communautarisme noir, nous les noirs, vous les blancs, comme s'il y avait un ensemble blanc et un ensemble noir qui étaient conjugués et cohérents, alors qu'il suffit de regarder 2 secondes pour voir que c'est pas vrai.
Et ces mecs-là, une fois, je parlais avec le frère d'un pote et je lui montrais des vidéos d'Antillais qui disent aux gens qui sont issus de l'immigration africaine ici, arrêtez de parler de ça, c'est pas votre histoire, vous êtes pas concernés par ce truc-là. Et lui, il comprenait pas. Il disait, oh, mais je comprends pas, c'est des blancs, enfin c'est des noirs, machin, je comprends pas. Ils ont pas compris. Ils vont dire, non, mais mec, tu vas pas leur expliquer à eux ce que c'est leur histoire. C'est toi qui n'as pas compris qu'en fait ça te concerne pas. Et c'est pas parce qu'aux États-Unis il se passe des choses dans l'histoire américaine avec la communauté noire américaine que tu peux transposer ça à l'immigration récente en France. À un moment donné, voilà, chacun ses choses, chacun son histoire. Toi, si tu veux t'intéresser à ce qui t'est arrivé familialement parlant, ce que je peux comprendre avec à 500%, puisque moi c'est ce que j'ai fait au niveau des Antilles, j'ai essayé de comprendre ce qu'avait fait ma famille à travers les Antilles, à travers l'histoire des Antilles, ce qu'elle avait pu vivre. Intéresse-toi à l'immigration, pas de problème avec ça. Connais l'immigration, parle de l'immigration, mais viens pas me parler du code noir, alors que moi, je suis largement plus légitime que toi pour en parler, et je considère même que quand toi tu te mets à en parler, au final, tu me voles quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pas que tu me le voles, parce que c'est pas d'en parler le problème. Le problème, c'est que tu fais comme si tu avais subi ce truc et comme si ça faisait partie de ton histoire intégrante à toi, ce qui n'est pas le cas. Alors après, il y a toujours les mecs qui vont dire oui, mais il y a les trucs systémiques, le fait que le noir soit machin, soit truc. Alors en fait, tous les noirs sont considérés comme. Donc tout ça, bon, on va pas en parler maintenant. Je pense un jour, je me ferai peut-être un livre de quelqu'un comme ça, histoire de lui éclater la tête, intellectuellement, bien sûr. Mais tout ça, c'est de la flûte de Pan. Hein, qu'on soit très clair, chacun son truc. Il y a des gens, ils ont fait la guerre, il y a des gens, ils l'ont pas faite. Voilà, ça s'arrête là. Il y en a, ils ont subi l'esclavage, il y en a, ils l'ont pas subi. Voilà, ça s'arrête là. Et c'est comme ça, c'est la vie. On peut pas non plus tout, retourner. Non, surtout qu'en plus, ces gens-là, ils ont ils ont la mauvaise foi de penser que comme c'est une vision communautaire, c'est la faute du blanc envers le noir. C'est le blanc qui exploite le noir et qui déporte le noir. Donc c'est ce que je disais au début avec Taubira, c'est exactement ça aussi. Oui, les rapts, machin. Alors, non, messieurs, encore une fois, on va le dire, parce que c'est comme ça, c'est l'histoire qui veut ça. Et là, je mettrai une vidéo de Tiar Ndiaye, je crois, qui est un historien aussi, qui le dit assez clairement, et qui dit, oui, c'est les noirs qui ont vendu d'autres noirs, mais c'est en même temps... Je veux dire, c'est la même chose en Europe. Les Blancs, ils ont vendu d'autres Blancs. Et en Amérique latine, avant que ce soit l'Amérique latine, les Indiens, ils vendaient d'autres Indiens. Je veux dire, il n'y a pas d'unité par la couleur de peau. Ça, c'est un concept moderne de société multiculturelle qui n'existait pas il n'y a pas plus tard que 20 ans ou 30 ans. En gros, je vous la fais courte, mais en gros, c'est ça. Donc, voilà, à tous ces gens-là, moi, je les enjoins, je les pousse et je leur dis, armez-vous intellectuellement. Arrêtez de simplifier les choses, de faire des anachronismes. Hein. Arrêtez, parce qu'en fait, à la fin, ça fait de vous des pantins. Vous êtes des marionnettes. Et je suis sûr que personne n'a envie d'être une marionnette. Hein. Ça peut se comprendre, hein, et je vous le soutiens. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. On est le 1er octobre 2020 à 12h30. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu longue, je pense, mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est un sujet un peu complexe. Il y avait pas mal de choses à dire en conclusion et en préambule pour pouvoir bien comprendre le texte. Et je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.